Donc j'invite à cette table ronde, j'invite à la table Henri Masson, Pierre-Jean Campocasso et Jean-Charles Chiavati, sachant que Damien Delgrossi, qui est sur le programme, lui, si j'ai bien compris, interviendra dans le cadre des archives sonores, dans le cadre du patrimoine immatériel, Frédéric Leroy du DRASM, Leda Martinez de la DRAC, CRMH, et Natacha Abria. Ouais. Alors avec les interlocuteurs que nous avons aujourd'hui, on balaye un champ extrêmement large de la dynamique et de la chaîne patrimoniale sur des territoires, sur des outils qui sont différents. L'enjeu de cette table ronde, c'est un petit peu de se poser la question de ce patrimoine. Bon, patrimoine est un mot unique, mais dans la façon de l'étudier, de le collecter, de le valoriser. Il y a plusieurs services, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs réglementations, j'ai envie de dire, parce que ça compte aussi. Il y a plusieurs collectivités qui sont en jeu pour mettre en place les outils patrimoniaux de collecte et de valorisation. Il y a un ordre qui était indiqué dans le programme qu'on va un tout petit peu bouleverser pour être un petit peu dans cette logique des champs et de la chaîne patrimoniale. Nous allons commencer par Henri Masson, ensuite nous aurons Natacha Abria, ensuite Pierre-Jean Campocasso, Leda Martinez, et enfin, en conclusion, Frédéric Leroy du DRASM. Donc, Henri, je vous présente brièvement. Henri Masson, vous êtes architecte urbaniste, vous avez été conservateur régional des monuments historiques en Bretagne, et donc vous avez forcément à ce titre-là une forte familiarité avec ce pays dont on a dit l'importance du patrimoine maritime. Et vous avez été chargé de mission à la fois par le ministère de la Culture et le ministère de la Mer, pour faire une mission sur le patrimoine maritime à l'échelle nationale. Alors, je crois que vous ne voulez pas parler nécessairement de façon très développée de ce rapport, mais j'aimerais quand même que vous nous en donniez les circonstances. Pourquoi ce rapport a-t-il été rendu nécessaire? Et que vous n'expliquiez après quelles conclusions ont été prises suite à ce rapport qui je crois, a été rendu en 2023. Merci beaucoup de votre accueil. Oui, j'ai été chargé donc, par les ministres de la Culture et de la Mer en 2021 d'une mission sur la connaissance et la mise en valeur du patrimoine maritime, parce que les ministres s'étaient interrogés pour savoir voilà, quelle était l'action de leur ministère en matière de patrimoine maritime. Et elles ont interrogé leurs services, leurs cabinets, etc. Et finalement, il s'avérait qu'on ne savait pas très bien ce qui était à faire. Voilà, alors moi, je leur ai proposé de faire une mission à l'échelle nationale, de rencontrer les acteurs pour avoir une vision un peu générale du sujet et pour voir en particulier les endroits où ça marche. Je pourrais se donner un exemple, à 7 par exemple, et s'en servir pour comment on peut s'en servir ailleurs, là où ça marche moins bien. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet. Et donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir proposer donc 18 recommandations dont je vous épargne le détail, qu'on m'a demandé ensuite de mettre en œuvre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à quelques mois. Voilà. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du patrimoine. Je crois que c'est indiqué. Et on a écrit dans le programme le patrimoine à la croisée des disciplines. Donc je me proposais un petit peu de développer ce point, si vous voulez bien. Et voilà, je vois qu'on a une belle photo qui vous rappelle que depuis 2 siècles, l'État s'est porté garant de la conservation du patrimoine. Et ça a été la création du service des monuments historiques à partir de 1830. Et je vois que c'est toujours important parce que j'ai remarqué ce matin que cette journée de réflexion sur le patrimoine maritime était ouverte par un amiral 4 étoiles.
Ce qui montre que le patrimoine, c'est un sujet sérieux et que ça intéresse l'État au premier chef. Est-ce qu'on peut mettre... Ah oui, ah voilà, super, merci. Voilà, et donc je vous ai montré, merci beaucoup, vous avez là donc la cathédrale de Rennes sur laquelle on a travaillé, parce qu'il faut dire que le service des monuments historiques, c'est surtout des conservateurs du patrimoine ou des architectes urbanistes de l'État. Voilà, donc on n'est pas forcément formé au patrimoine immatériel. Et donc là, il faut appuyer sur le petit bouton, celui-là, tac, voilà, merci beaucoup. Donc le patrimoine, comme on l'a dit tout de suite, c'est une affaire d'État. Et on le voit, par exemple, dans le Mont-Saint-Michel, par exemple, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a été protégé dans les premiers monuments français en 1840, et non pas protégé comme une église abbatiale, comme un couvent, comme un monastère du Moyen-Âge, avec ses transformations, etc. Mais quand vous visitez le Mont-Saint-Michel, personne ne vous dit que c'est du patrimoine maritime. Pourtant, la mer est tout autour. Mais on ne parle pas de ça au Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc, je dirais que dans les premières protections au titre des monuments historiques, un peu par hasard, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments importants du patrimoine maritime. Et puis, au fil du temps, la mission de patrimoine s'est élargie, par exemple dans les années 80, puisque en 81, Jack Lang a demandé à ce que le Belém, que vous voyez sur la photo, soit classé au titre des monuments historiques. Et d'ailleurs, je crois que Léda, tout à l'heure, va nous parler des bateaux classés de la région. Voilà, le premier bateau classé, c'est le Belém, que tout le monde connaît. Donc ça a abouti à la protection d'édifices, comme la citadelle de Port-Louis, donc, qui abrite l'antenne du musée de la Marine, de notre collègue dont notre collègue nous a parlé tout à l'heure. Donc ça a abouti à la protection de bateaux, ça a abouti à développer des musées comme des vecteurs de valeurs immatérielles. Alors un sujet mythique, c'est les phares. Et les phares, donc, ceux que vous avez là, sont protégés, sont classés au titre des monuments historiques. Vous avez un phare de Vauban, vous avez le phare de Cordouan, et vous avez le phare de Port-Vendre, du Cap Béar. Et c'est vrai que quand on a protégé ces édifices, on peut se demander ce qu'on a protégé. Est-ce qu'on a protégé une construction en pierre, ou est-ce qu'on a protégé aussi l'histoire de ce site et son histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire de ceux qui l'ont construit, et l'histoire de ceux qui y ont vécu. Hein, on parle des gardiens de phare. Les gardiens de phare, c'est du patrimoine immatériel. Mais ça découle, enfin, ça alimente, on va dire, la protection des édifices. Alors maintenant, je vais vous faire voyager, si vous voulez bien. On va prendre un beau bateau à voile. On va partir de Saint-Malo, vous voyez, là c'est la Tour Solidor. Et on va se rendre à 6000 km de là, où est prise la photo de droite, à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je vais vous en parler aussi. Et vous voyez que ce qu'on voit sur la photo de droite, c'est des jeunes garçons qui ont chacun fièrement, qui arborent fièrement une morue. Et vous voyez qu'ils sont sur les cailloux et ils font sécher, sur les cailloux, ils font sécher la morue. Et donc ça nous raconte l'histoire des Terre-Neuva, donc qui, pendant pratiquement 5 siècles, sont allés pêcher sur les bancs de Terre-Neuve. Et moi, ça me fait beaucoup penser à l'exemple qu'on a vu hier de Mauritanie, du parc national de Mauritanie, où, en fait, ce qui génère finalement l'histoire de ce site, c'est sa richesse halieutique et la pêche qu'on va faire sur ces lieux, qui crée finalement... voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est du patrimoine naturel, le poisson, comme la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi le poisson, qui génère finalement du patrimoine matériel. Alors, effectivement, en 2009, on m'a demandé d'aller voir à Saint-Pierre-et-Miquelon s'il y avait du patrimoine, s'il y avait des choses qui étaient intéressantes, si voilà, tout ça avait un intérêt patrimonial. Et c'est vrai que ça m'a amené à me pencher aussi sur ce qui se passait en Bretagne au sujet de cette pêche. Et on a établi qu'au XVIIIe siècle, à Saint-Malo, il y avait plus de 200 bateaux qui partaient à la grande pêche. Donc 200 bateaux avec dessus 10
ou jusqu'à 50 marins qui partent à la grande pêche. Donc vous imaginez 200 bateaux, ça veut dire des chantiers navals, ça veut dire de la voile, ça veut dire de la corde, ça veut dire du tonneau, ça veut dire du cidre, ça veut dire du calvados, ça veut dire du sel. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus de traces du tout. Quand on va à Saint-Malo, on n'a plus de traces de cette histoire. Et donc, des lieux comme Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est des lieux qui gardent mémoire de cette histoire. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de les conserver et de les étudier. Alors, à Saint-Pierre, je vais vous montrer voilà, une photo. Donc là, vous avez une photo aérienne. Donc, vous voyez la configuration. Alors, la petite île en bas à droite, c'est Saint-Pierre. La grande en deux morceaux avec le tombolo ou l'isthme entre les deux, c'est l'Anglade Miquelon. Et vous voyez donc une photo prise du bourg de Saint-Pierre. Et au fond, une île avec, on distingue déjà une petite église, etc. Et cette île, ça s'appelait l'île aux chiens. Et elle était habitée par des marins qui ont quitté dans les années 60. Et donc l'île aux chiens est restée comme la Belle au bois dormant, endormie, jusqu'aux années récentes. Et en particulier, depuis le moratoire qui interdit, depuis 1995, la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Moratoire, vous savez, qui a été pris de manière unilatérale par le Canada pour préserver la ressource en morue. Donc vous voyez, on se retrouve toujours dans des histoires de pêche et dans des histoires de richesse halieutique et de préservation, finalement, de la ressource. Voilà, alors vous voyez l'île aux marins avec son église, il y a aussi l'école, la mairie, la maison dans l'embarcadère, et vous voyez que alors dans ces bâtiments, on a reconstitué finalement le mode de vie des habitants jusqu'aux années 60. Et ça, c'est fait par une association, enfin différentes associations qui sont très, très énergiques et très dynamiques, dont l'une s'appelle Archipélitude. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure les goélettes, je vous ai montré aussi qu'il y avait un petit doris. Et vous voyez qu'à gauche de la photo, vous avez un doris de procession. Et là aussi, c'est un objet matériel, mais qui véhicule en fait une tradition immatérielle. Et alors là, vous avez la carte postale de Saint-Pierre, en haut à gauche, ça s'appelle la Maison Morel. Et vous voyez qu'il y a tout l'équipement qu'il faut pour pêcher la morue. Il y a ce qu'on appelle les bois de saillage, parce que vous voyez des espèces de perches qui sont mises là pour remonter les bateaux. Au-dessus, vous avez un cabestan. Et vous voyez, donc sur les bois, vous avez deux doris, un grand et un petit. Et puis vous avez à gauche un espèce de petit hangar qui s'appelle la saline, et qui est construit sur une espèce de structure en bois qu'on appelle le chafaud. Le chafaud, qui était donc l'installation. Donc ça, c'est l'installation, on va dire, proto-industrielle de la grande pêche. Et donc dans les bâtiments que vous voyez ici, on a des doris. On a, vous voyez, ces espèces de brancards là, qui servaient à transporter le poisson. Vous avez la table qui servait à découper. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments. Cette table, vous la mettez ailleurs. Personne ne peut se douter que c'est une table vénérable sur laquelle on a préparé autant de morue. Et voilà. Donc c'est un patrimoine aussi ténu et fragile. Alors, comme ça a été dit ce matin, sans le savoir-faire, le patrimoine n'est rien. On a besoin du savoir-faire. Alors là, j'ai fait des photos, je n'ai pas fait exprès. Je savais pas que quand j'ai préparé mon intervention, je ne savais pas quels seraient les invités, mais bon, je me doutais qu'on allait peut-être les voir. Donc je ne cite que Samuel, voilà, qui nous a parlé ce matin de la voile latine, et puis le président d'Escala 7, voilà, qui s'assure de la transmission des savoirs auprès des jeunes. Alors à gauche, donc c'est une photo qui est prise à 7, ou peut-être à côté. Et à droite, c'est l'atelier du Père Pierre, c'est à Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est un atelier d'où sortaient à une époque plusieurs dizaines ou centaines de doris par an. Et vous voyez qu'entre 7 et Saint-Pierre, finalement, il y a quand même pas mal de points communs, parce que l'atelier du Père Pierre, il ressemble beaucoup aux ateliers de 7. Et puis, voilà, mais ce patrimoine, on l'étudie, on essaie de le partager, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à 7, et on essaie de trouver les manières de le faire vivre. Et donc en haut, vous avez une photo qui est prise dans la forge Le Bailly à Saint-Pierre, et cette forge, c'est la seule forge de marine classée
en France. Et donc c'est une richesse inouïe. Et alors là, on a eu la chance de monter un partenariat avec des forges de Montréal qui ont restauré cette forge et qui l'ont fait fonctionner. Et vous ne les voyez peut-être pas très bien, mais ce jour-là, il y avait 2 ministres du gouvernement. Il y avait Françoise Nyssen, que vous voyez, et Annick Girardin, donc pour voilà, faire vivre ce lieu de mémoire et ce lieu de richesse technique, parce qu'il y avait encore tous les outils qui étaient présents. Voilà. Et donc de cette manière, on le fait vivre. De la même manière qu'en bas, vous avez une photo de la maison Morel, que je vous ai montré tout à l'heure, avec les bois de saillage, etc. Et là, c'est après sa restauration. Donc, on a restauré l'immeuble et on a invité évidemment à l'inauguration de la famille de M. Morel. Et donc, ben voilà, là, on est exactement dans le lien entre le bâti, entre le patrimoine mobilier et entre le patrimoine immatériel, parce que ben, pour tous ces gens de Saint-Pierre et de Miquelon, restaurer une maison de pêcheurs, ça a un sens. Alors, l'intérêt aussi du patrimoine, et ça on le voit bien à 7, il y a l'effet 7, il y a l'effet escale à 7. Ce matin, on a eu un bon exemple au moment des discussions sur le musée Paul Valéry et sur Pierre-Jean qui a réagi en disant « Mais moi aussi, ça m'intéresse l'exposition ». Voilà, ça c'est l'effet escale à 7. De la même manière qu'il y avait eu aussi un effet escale à 7 au sujet de la voile latine avec Samuel. Et comme il nous a bien montré ce matin, où ben voilà, ici se construit la fédération de tous les acteurs qui veulent travailler autour de ce patrimoine qu'on partage et qui dépasse les frontières, qui nous relie, qui nous désenclave. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, désenclaver, ça veut dire quelque chose, quand on est à 6000 km de la métropole. Voilà. Et donc, ben, voilà, tout ça, ce sont des points communs que des lieux et des manifestations comme aujourd'hui permettent de rassembler. Donc, bravo à Escale à 7. Et patrimoine en escale, bien sûr. Merci Henri. Je passe la parole à Natacha Abria, directrice au Conseil à la région Occitanie du service de la connaissance et de l'inventaire du patrimoine, un service en général qui se déploie sur un territoire donné, mais parfois aussi sur des thématiques. Et il se trouve, Natacha, que par le plus grand des hasards, tu es spécialisée en patrimoine maritime, puisque tu es en train en ce moment de travailler sur une thèse autour des officiers de marine en Languedoc à la période moderne. Tu es aussi administratrice de la Société d'histoire maritime, si je ne m'abuse, et que tu organises les rencontres d'histoire maritime à l'université Paul Valéry de Montpellier. Voilà, toute une série d'événements dont tu vas peut-être nous parler, mais peut-être que le propos pourrait commencer par l'historique de service de l'inventaire et vers quel terrain il va se déployer en Occitanie dans les temps qui viennent. Merci pour l'invitation. Déjà, je suis ravie d'être ici. Et je voulais vous présenter peut-être une compétence obligatoire d'une collectivité territoriale. Il n'y en a que 2 pour les régions en matière culturelle. Et donc, l'inventaire général du patrimoine culturel en est une depuis les lois de décentralisation de 2004. Là, je vous montre un phare qui est le phare de l'Espiguette, on n'est pas à 7, mais vous le voyez aujourd'hui et vous voyez la photo qui a été prise lors de la première campagne d'inventaire, puisque nous sommes en ex-région Languedoc-Roussillon, la 3e région qui a créé son service de l'inventaire il y a 60 ans. Donc là, il s'agit, vous le voyez, alors là, il y a le phare, mais il y a aussi un bâtiment ici, le sémaphore, qui a disparu. Alors, très très rapidement, qu'est-ce que l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ? C'est le nom qu'il portait au moment de sa création par André Malraux en 1964. Et on a parlé tout à l'heure, le directeur du DRAS m'a parlé du fait qu'il ne s'intéressait pas que au patrimoine noble, enfin aux objets nobles. Eh bien, c'est le cas pour nous à l'inventaire. On a l'habitude de dire qu'on étudie absolument tout, de la petite cuillère à la cathédrale. Et tous les patrimoines, c'est d'ailleurs l'inventaire qui est à l'origine de cette notion de patrimoine industriel qui a surgi dans les années 1980.
Je vais en reparler d'ailleurs. Et notre mission, c'est recenser, étudier, faire connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Donc nos missions, recenser. Nous sommes une équipe de chercheurs, conservateurs du patrimoine, ingénieurs du bâti, archéologues du bâti, pardon. Et nous allons sur le terrain, nous étudions, nous faisons des notices, nous faisons des publications pour faire connaître donc des éléments du patrimoine. Et si, je ne sais pas si je l'ai dit encore, mais nous sommes les premiers maillons de la chaîne patrimoniale. Alors, je voulais revenir sur cette carte, puisque vous voyez ici les aménagements de la mission Racine sur notre littoral. Le service de l'inventaire, ici en Languedoc-Roussillon, est né avec la mission Racine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des bouleversements, des destructions. Malraux a créé l'inventaire parce qu'il est parti de ce constat que, suite à la Seconde Guerre mondiale, mais on le trouve aussi au moment de la Révolution, on ne peut pas tout conserver. Il y a des destructions. Mais et si seulement on en gardait la trace ? Puisqu'on ne peut pas tout classer, on ne peut pas tout inscrire monument historique, eh bien, on va en garder la trace. Et il voulait, avec André Chastel, créer vraiment une méthode, on va dire, scientifique pour analyser le patrimoine. Parce que c'est vrai que l'histoire de l'art, on a tendance à penser que c'est un peu... Voilà, c'est pas une science dure, l'histoire non plus, mais l'inventaire s'appuie sur une méthodologie dès le départ. Et les premiers cantons qui ont été inventoriés, dont on s'est intéressé au patrimoine, ce sont des cantons qui étaient menacés, on va dire, par les aménagements de la mission Racine. Donc vous voyez, c'était le Gros du Roi. Vous avez vu le phare de l'Espiguette, le Gros du Roi Aigues-Mortes. À Gruissant, pour l'aménagement de Gruissant, c'était le canton de Sigean, et puis le canton de Rivesaltes avec les aménagements de Port-Barcarès et Port-le-Quatre. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, ces aménagements-là sont au moins labellisés patrimoine remarquable du XXe siècle. Et ici, vous avez nos notices sur lesquelles vous pouvez accéder à notre site internet et voir nos notices. J'y reviendrai juste après, qui sont, pour ceux qui le connaissent, versées ensuite sur les bases nationales, la base POP. Donc, ce sont les anciennes bases Mérimée et Palissy. Alors, si je vous parle pas du tout de patrimoine maritime, je vous montre une étude qui a été menée par le service de l'inventaire juste après sa décentralisation. Il a inventorié toutes les caves et une partie des distilleries de l'Hérault, mais en tout cas, de manière exhaustive, toutes les caves coopératives du Languedoc-Roussillon. Et cette étude, eh bien, elle a conduit à la protection de certaines caves coopératives. Certaines ont été classées monuments historiques. Je vous montre celle de Tavel dans le Gard, et puis d'autres ont été labellisées. Il y a eu une commission régionale du patrimoine et des sites en 2013 dédiée aux caves coopératives, parce que comme on les avait toutes vues, on a pu déterminer lesquelles méritaient le plus finalement d'être protégées. Vous avez la carte ici, et vous avez les deux publications que nous avons faites, une grosse somme ici, et puis un petit ouvrage qui s'est appuyé sur d'autres services de la région, comme la direction de l'agriculture, pour proposer un parcours autour des caves qui proposait une véritable dimension, un projet œnotouristique. Et si je vous parle de ça, c'est maintenant pour venir sur le patrimoine maritime. Nous envisageons donc de nous lancer dans un inventaire général du patrimoine culturel du littoral. Alors je ne parle pas de patrimoine maritime parce que le littoral permet justement d'englober un peu plus de thématiques. J'y reviendrai très rapidement. Et en attendant, vous le savez peut-être, la région a aussi une autre compétence qui est celle des ports, de certains ports, donc le port de Sète, le port du Gros du Roi et le port de Port-la-Nouvelle. Et ces ports, nous sommes en train de la région, la direction de la mer, est en train de les transformer avec des énergies renouvelables. Donc là aussi, on est en train de détruire des quais qui datent parfois du XVIIIe siècle. Et vous le voyez ici pour cette drague Cap Croisette, que certains d'entre vous ont peut-être vu dans le port de Sète, qui a été vendu, qui a été transformé, et maintenant on a une drague hydromère qui est une drague hydrogène. Et vous voyez que nous avons un chercheur patrimoine industriel qui a enregistré toute la donnée, toutes les informations. Nous avons fait une campagne photographique, vous le voyez,
peut-être c'est pas très net, mais de 158 photos avec des documents d'archives et toutes les informations sur cette drague sont disponibles sur notre site internet. Et vous le voyez, nous nous sommes aussi intéressés aux personnes, aux gestes. Là, vous avez la prise de photographie du clapage et du retour au port de la drague. Donc, je vous parlais de cet inventaire qui débute. Il y en a un en cours et nous sommes en lien avec les autres régions. Donc là, il s'agit de la Nouvelle-Aquitaine qui a débuté déjà depuis 3 ans son étude des communes littorales de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a eu, voilà, et on parlait tout à l'heure, quelqu'un posait la question sur le lien avec l'université. Le lien avec l'université, il est très fort pour nous, puisque nous avons créé avec l'université Paul Valéry un séminaire qui s'appelle East Patmar et qui est destiné à faire dialoguer ensemble, en fait, à l'interdisciplinarité entre historiens, géographes, professionnels du patrimoine. Et c'est d'ailleurs, peut-être que je peux le dire dès maintenant, mais nous envisageons là, on a parlé de Gilbert Buty, il viendra avec Alain Cabantou pour notre séminaire sur la piété sur le littoral le 21 novembre, donc à l'Université de Montpellier. Et nous espérons faire une journée aussi de découverte du patrimoine, en fait de la spiritualité sur les littoraux à Sète le 22 novembre. Voilà pour ce rapport avec l'université. Je vous rappelle aussi qu'il existe un GIS, groupement d'intérêt scientifique patrimoine maritime, donc, qui lie toutes les universités, et donc nous y participons également. Et je termine là-dessus. Vous voyez les axes, les thématiques qui sont retenues pour cet inventaire. Donc on va travailler sur la signalisation, la surveillance des côtes, les défenses militaires des côtes, la protection contre l'érosion côtière, etc. Vous voyez aussi, enfin, si vous arrivez à le lire, mais qu'il y a aussi un intérêt pour la vie des populations littorales, l'ethnographie. Et je terminerai juste pour vous montrer que dès l'origine, dans cette campagne photographique et cet inventaire que nous avions fait vers 1970, au tout début de la création de l'inventaire, eh bien déjà le photographe s'était intéressé à ce patrimoine très fragile, vous voyez, qui a disparu aujourd'hui. On est en bordure de l'étang de l'Or ici, mais de ces cabanes de pêcheurs, de ces installations autour des étangs. Et voilà, nous sommes là pour garder la trace de ce qui ne peut pas forcément toujours être classé, parce que souvent aussi ça sert, c'est utile, et on ne peut pas le protéger, n'est-ce pas, Léda ? Merci beaucoup, Natacha. Je pense qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, Pierre-Jean Campocasso, donc responsable du patrimoine à la collectivité de Corse, avec plusieurs rayons d'action en matière d'archéologie, de gestion de sites archéologiques, de politique d'inventaire, de gestion de musées. En fait, vous avez aujourd'hui un service qui est pleinement polyvalent. Donc, peut-on un petit peu évoquer ce service et puis plus spécifiquement son action sur le patrimoine maritime qui doit être une évidence en Corse? Alors, bonjour à tous. Oui, je vous propose donc de répondre à votre question et ensuite, rapidement, le temps nous est compté, et ensuite de donner la parole à Jean-Charles Chavat, qui est chercheur à inventaire et qui s'occupe avec l'équipe de l'inventaire. Il vous présentera son service et c'est l'occasion avec Patrimoine en escale de faire un point sur cet inventaire du patrimoine maritime de la Corse que nous avons engagé depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Mais évidemment, il y avait quand même quelques éléments avant, et comme l'indique M. Massion, on a eu notamment également bénéficié du classement du phare de la Giraille au titre des monuments historiques lors de cette grande campagne sous le ministère de Frédéric Mitterrand, je crois de mémoire. Donc, pour en revenir à l'institution de la collectivité de Corse, en quelques mots, et pour me mettre dans les pas de M. Masson, donc effectivement, 1830, après la Révolution française et destruction, prise de conscience d'un patrimoine commun, structuration. Nous, on a un premier inspecteur des monuments historiques, c'est quand même loin la Corse, en 1830, qui débarque, un certain Prosper Mérimée,
il va avoir plus de succès dans la littérature que pour les monuments historiques, mais il repère quand même quelques sites, et notamment, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les stands à risque, les menhirs, où il recense quelques sites, et les édifices romans, hein, des édifices qui sont pour la plupart à l'abandon. Je pense à la cathédrale du Nez, la cathédrale de Marianne. Voilà, et je vais passer rapidement pour avancer dans le temps. On a ensuite quelques vagues d'inscriptions monuments historiques, hein, mais on arrive aux années 2010 avec environ 320 édifices protégés au titre des monuments historiques, à la fois classés et inscrits, et peut-être pas loin de 2000 objets. Et puis ces dernières années, c'est-à-dire donc que si on le compare, même si j'étais étonné par les chiffres que vous évoquiez ce matin concernant 7, hein, j'étais surpris de la faiblesse des protections monuments historiques, parce que je me suis toujours plaint en Corse qu'on n'en avait pas assez, mais bon, comme quoi. Mais donc ces dernières années, on a pu avancer à une collaboration DRAC, collectivité de Corse, pour, on va dire en quelque sorte, accélérer. Et Jean-Charles Chavat, qui est par ailleurs aussi CAOA, un conservateur des antiquités objets d'art, pour évoquer, puisqu'il a travaillé, il présente encore prochainement, le mois prochain je crois, une série d'objets mobiliers. Donc pour en revenir à la collectivité de Corse, on fait un bond dans le temps, hein, des années de la fin du 19e siècle, c'est quelques vagues d'inscriptions monuments historiques. Pour arriver à la loi, il y a un service, une DRAC, qui est créé également en Corse comme ailleurs, un service de l'inventaire qui est créé très tardivement en Corse et qui a des difficultés dans les premiers temps pour fonctionner avec très peu d'agents. Les deux grands mouvements, on peut dire, pour arriver à la situation que vous décrivez, qui n'est peut-être pas idéale, mais effectivement qui a généré une évolution très récente ces dernières années. Donc la loi de 2002, 22 janvier 2002, qui fera écho à la loi de 2004 que vous évoquez, qui a un transfert de compétences important dans la culture globalement et pour le patrimoine en particulier, avec le transfert du service de l'inventaire. Et un cas qui est toujours particulier, en Corse, il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des tests et des tentatives un peu, on va dire, de laboratoire, et c'est le transfert des financements des monuments historiques, qui est transféré en 2002, avec donc toujours une autorisation et sous la responsabilité scientifique de la DRAC en Corse, mais sous financement donc de la collectivité de Corse. Et également le transfert des monuments historiques non occupés par les services de l'État, pour exemple la citadelle de Bonifacio, qui est un site de plusieurs hectares très important que nous avons toujours en héritage et qui est assez lourd à porter, mais qui est intéressant. 9 tours littorales, et 3 sites archéologiques, voilà pour l'essentiel. Je fais encore un petit bond dans le temps. La loi NOTRe, au 1er janvier 2018, une nouvelle expérience en Corse avec la fusion de l'ancienne collectivité territoriale de Corse et des deux conseils généraux de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. Ça crée la situation que vous décriviez rapidement, pour le dire en quelques mots, une direction du patrimoine avec 3 directions adjointes, une direction adjointe des archives avec les 2 anciens services départementaux, Haute-Corse, Corse du Sud, une direction adjointe des sites archéologiques et des musées, alors avec 5 services, un service archéologique qui gère 4 sites archéologiques protégés au titre des monuments historiques, plus les CCE, les centres de conservation et d'études. Et nous avons des conventions avec la DRAS, mais avec la DRAC pour les dépôts des fouilles, qu'elles soient programmées ou préventives. Et enfin, 5 musées dans cette direction adjointe. Le musée de la Corse, qui était anciennement et qui avait été créé musée régional d'anthropologie à Corté. La maison natale de Pascal Paoli à Morosaille, sa maison de naissance. Ce que nous appelons aujourd'hui le complexe archéologique d'Allier, puisqu'il s'est développé avec des termes romains, une ville romaine, une nécropole étrusque hellénistique et un musée, plus un CCE, plus un bâtiment d'accueil, un site sur lequel on a beaucoup travaillé ces 10 dernières années. Et pour le sud de la Corse, 2 musées avaient été créés par le Conseil général de Corse du Sud, 2 musées d'archéologie, un à Lévis,
une petite commune de l'Altaro, pour ceux qui connaissent un peu la Corse, du sud de la Corse, et une seconde structure à Sartène. Donc ces 2 musées d'archéologie. Nous présentons d'ailleurs vendredi, après-demain, les PSC des 5 musées à l'Assemblée de Corse, après une démarche de près de 5 ans et un travail assez important. Nous sommes contents d'avoir lancé des perspectives. Les PSC, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, les projets scientifiques et culturels des musées. On peut dire que c'est, pour le dire simplement, des projets de service qui permettent de projeter la structure en termes de gestion des collections, en termes d'exposition temporaire, de conseils scientifiques, etc., etc. Donc c'est voilà, une bonne étape qui a été franchie. Enfin, la dernière direction adjointe, et je finirai là, excusez-moi d'avoir été un peu long, c'est l'action patrimoniale qui regroupe les compétences qu'on évoquait, transférées par la loi du 22 janvier 2002 autour du service de l'inventaire, service conservation-restauration, avec un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier qu'on a ouvert, et si vous venez en Corse, il est ouvert au public le vendredi, qui est une structure très intéressante avec des ateliers orfèvrerie, peinture, textile, etc. L'équivalent pour l'architecture, qui à la fois sert de conseil, on va dire, de conseil aux communes que l'on aide, et également qui a la charge, avec 2 architectes du patrimoine, de suivre les chantiers de restauration des monuments historiques, propriétaires, maîtrise ouvrage, propriété de la collectivité de Corse. Un service d'aide aux communes, que j'évoquais, qui est le service en termes de budget, qui est le budget le plus important, puisqu'il aide, grosso modo, il traite 80 à 100 dossiers d'aide aux communes pour un montant global entre l'architecture immobilier de 4,5 à 5 millions d'euros par an. Et enfin, un service de la mise en valeur qui se positionne comme chef de file sur toutes les opérations européennes, comme les Journées européennes du patrimoine, les Journées européennes de l'archéologie, et qui également, en ce moment, va présenter, ou je ne sais pas si ça a déjà été accroché, il y a Jules qui est parmi nous, un projet, on lance des concours autour de la plus belle image du patrimoine, différentes manifestations donc, de mise en valeur du patrimoine. Voilà, mais pour en revenir plus directement à ce qui nous intéresse, excusez-moi d'avoir été un peu long, le patrimoine maritime en Corse avait été un peu le parent délaissé sur les principales thématiques développées, pour différentes raisons. Il y a d'abord une rupture de l'activité charpenterie de marine, dernier atelier ferme en 1982, la pêche s'est réduite de manière importante, donc, et aussi une orientation, on va dire, beaucoup plus sur la montagne, le berger, etc. Mais il n'y avait pas rien. 2011, une exposition importante qui a permis de faire un état des lieux, Mare Nostrum, au musée de la Corse, qui rassemblait près de 600 objets de la préhistoire en lien donc avec le maritime à nos jours. Puis le musée de Bastia a monté des projets autour de l'archéologie sous-marine en convention avec le DRASB, Monsieur Lourd, c'est à l'époque le DRASB, et puis quelques publications, je vais notamment citer les journées méditerranéennes de Bonifacio avec différentes thématiques développées autour du professeur Michel Verger-Franceschi, et puis un travail qui a mené également Jean-Charles suite à l'exposition Mare Nostrum, le sanctuaire de la Vasine, qui est le principal sanctuaire des marins, la péninsule nord de la Corse étant vraiment ce qu'on appelle en Corse l'île dans l'île, et beaucoup de marins depuis de nombreux siècles qui sont partis aux Amériques, comme on disait à l'époque, dans le sillage de Christophe Colomb, qui ont eu une activité importante dans les colonies, etc. Et donc, un travail important sur les ex-voto de cette structure, avec une publication, avec une restauration, un inventaire, etc., etc. Mais je passe la parole à Jean-Charles, qui va nous présenter un état des lieux des travaux du service de l'inventaire sur le patrimoine maritime. Bonjour. Donc, je vais vous présenter un état des lieux, donc tout ce qui a trait au patrimoine donc maritime en Corse, et puis aussi de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors tout ça, ça va nous servir à orienter notre étude d'inventaire, puisqu'on a, ça fait pas 1 an et demi, et Pierre-Jean exagère un petit peu, ça fait quelques mois qu'on a commencé, donc on défriche. Pour l'instant, on essaye de chercher par rapport à ce qui a été fait et ce qu'on a en magasin, je dirais. On essaye de voir vers quels axes on peut s'orienter pour mener à bien une étude d'inventaire telle qu'on le conçoit.
Donc tout ce qui a été fait jusqu'à présent, Pierre-Jean en a parlé tout à l'heure, donc les expos dans les musées, les journées universitaires d'histoire maritime de Bonifacio, ce sont des actes qui sont publiés chaque année ou tous les 2 ans. Donc un élément important qui peut traiter du corail en Méditerranée, du commerce et des échanges maritimes, ou de la guerre de course en Méditerranée avec la Corse et évidemment en fil rouge. Mare Nostrum, c'est l'expo de référence qui a essayé de recenser au maximum tous les éléments du patrimoine maritime de la Corse, plus donc les expos du musée de Bastia, Pierre-Jean en a parlé tout à l'heure. Donc on va essayer de chercher aussi au-delà de la bibliographie au niveau des archives. Donc là, pour ce faire, on fait appel à un prestataire extérieur qui va nous faire un inventaire des archives qui ont un lien avec le patrimoine maritime, donc à la fois les archives génoises, puisque la Corse a été génoise jusqu'en 1769, et les archives d'inscription maritime notamment, et donc tout ce qui est écrit, manuscrit, et puis il y a un fonds iconographique très intéressant, celui-ci est à Gênes, il est connu, où peuvent apparaître, on voit en haut à droite, la construction d'un mâle à Bastia, qui est encore en partie visible et bien en bon état. On va travailler donc également sur des travaux qui ont déjà été réalisés. Il y a un inventaire des phares qui a été fait par les phares et balises il y a quelques années. Donc ça, c'est bien connu, des fiches ont été faites, c'est accessible sur les bases du ministère, donc c'est du pain béni pour nous. On va orienter du coup la recherche là-dessus notamment. On va travailler aussi, ça après on va l'aborder de quelle manière, on verra au fur et à mesure de l'avancée du travail. Donc c'est intéressant puisque les premières poteries du néolithique ancien de la Corse sont décorées des coquillages, le cardium, c'est la céramique cardiale, c'est très intéressant et rigolo, donc on l'abordera dans notre étude un petit peu. Donc les résultats de fouilles subaquatiques, évidemment, un jet d'encre d'époque antique, et puis cette plaque de cuivre qui mentionne un marin corse engagé dans la flotte de Misène, donc intéressant, des axes. Comment ? Évidemment, mais il y en avait déjà avant, puisqu'il a bien fallu venir en Corse et occuper la Corse. On n'a pas retrouvé la barque monoxyle ou je ne sais quoi qui a permis aux premiers habitants de s'installer de manière durable en Corse. On ne désespère pas. Enfin, ça, en tout cas, c'est le premier à tester. Donc, le travail sur les phares, le travail d'inventaire qui a été réalisé. Donc, des phares, ça a donné lieu aussi donc, à un classement. Celui de la Giraille qui est en bas à droite, à côté de la tour littorale construite en 1584. C'est construit sur un îlot à l'extrême nord, sur un îlot à l'extrême nord du Cap Corse. Un phare relativement important. Et puis les autres phares qui ont été réalisés par les plus grands ingénieurs donc français, donc des phares de premier ordre, évidemment. On va travailler également sur le terrain et sur le patrimoine flottant, notamment les barques et le patrimoine flottant réalisé par les charpentiers de marine locaux. Une seule est classée, en bas à droite, la Sainte-Élisabeth, que vous connaissez ici à Sète. Elle est venue vous faire un signe l'an dernier, c'était quand ? Ah, elle n'est pas venue finalement. Ah, d'accord, très bien. Bon, j'y étais. Tu ne m'as pas invité, donc je ne peux pas. D'accord, je me suis trompé. Donc, une est classée au titre des monuments historiques, c'est la Sainte-Élisabeth, en bas à droite. Et donc, on va étudier évidemment les autres barques, et ça va donc déboucher très certainement sur des protections, sur quelques protections. On va travailler aussi sur le mobilier donc lié à ce patrimoine maritime, donc aussi bien les maquettes que les instruments de navigation chez les particuliers, mais surtout conservés dans les musées, figures de proue, et puis un élément de mobilier qui est très intéressant. À droite, c'est un coffre de marin cap-corsin. Donc, c'est uniquement les marins cap-corsins qui se déplaçaient, qui partaient en mer avec ce type de coffre orné de peintures qui représentent des scènes bibliques, religieuses, avec une rose des vents sur la face antérieure du coffre.
et la maquette d'une barque issue d'un chantier naval d'Ajaccio. On a vu les barques sur la diapo précédente. On va chercher un petit peu dans les musées les œuvres peintes, notamment réalisées par des peintres corses, sur des ambiances maritimes, le port de Bastia à gauche, on est au début du XXe siècle, l'étang de Bigoulia au sud de Bastia en haut à droite, et la baie et le port d'Ajaccio en bas à droite, des peintres de l'école corse, ajaxienne principalement, sur cette diapositive. Les ex-voto qu'on a étudiés, qu'on a inventoriés, qu'on a publiés, des ex-voto marins évidemment, du 19e pour la plupart, certains datent du 18e. C'est un patrimoine qui a disparu au fil des siècles et on a conservé les éléments les plus récents, donc ceux du 19e notamment. Le patrimoine des églises, on continue avec les dévotions particulières des marins, notamment Saint-Érasme. On a un certain nombre de statues dédiées à Saint-Érasme. Donc en haut à droite, c'est Cerviogne, en bas à droite, c'est Bastia. Donc voilà, des villes au bord de mer. Donc la dévotion à ces saints, donc Saint-Érasme en haut à gauche, Ajaccio, donc ça donne lieu à des manifestations particulières. Ça donne lieu aussi à Ibescador in Fest à Ajaccio, donc la fête des pêcheurs d'Ajaccio, le jour de la Saint-Érasme, et ça donne lieu à certaines manifestations religieuses, notamment le Christ noir de Bastia, qui est un monument historique, la statue, qui a été retrouvée par des pêcheurs bastiais à la fin du XVe siècle, en mer évidemment, il flottait au large de Bastia. Les savoir-faire pour les NAS notamment, donc ça s'est conservé, la personne qui a été photographiée est décédée depuis, mais ce savoir-faire s'est transmis et existe encore, donc les NAS pour les langoustes. Ensuite, quelques illustrations dans le chantier naval d'Ajaccio des Nobles. Donc vous avez vu les barques ici à 7. Il y a un fond qui est très intéressant. C'est un notable bastiais, ancien maire de Bastia et avocat, Tito Jean-Baptiste de Carafe, qui était passionné de photographie et qui était originaire du Cap et qui a photographié les gens de mer notamment, des pêcheurs ici, donc des techniques de pêche qui sont encore conservées, certaines, plus trop malheureusement, mais on en a encore, il faut les étudier pour les sauvegarder avant qu'il ne soit trop tard. La technique du travail du corail, puisqu'on a pêché le corail, et, en Corse notamment du côté d'Ajaccio, et avec un travail au niveau de l'ornementation. Le patrimoine bâti également, on a les tours littorales, dites les tours génoises. Le programme des tours, donc la collectivité a engagé un programme de restauration des tours dont elle est propriétaire notamment, donc celle-ci, la tour de la Tiapelle, qui sera restaurée très prochainement. Elle a été restaurée dans les années 2000, ça s'est dégradé, mais bon, elle a l'air à l'état de vestige, mais pour l'instant ça tient bon et ça se dégrade très lentement, heureusement, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Le patrimoine donc bâti lié aux activités maritimes, les ports évidemment, Bonifacio en bas à droite, Calvi en haut à gauche, mais aussi et surtout peut-être les marines du Cap Corse, qui étaient des petits ports de pêche et qui permettaient le commerce maritime avec l'Italie notamment. Les Cap-Corsins étaient des patrons marins réputés. Des marines qui ont été, pour certaines, préservées, et il faudrait étudier et pour déboucher à un moment donné sur une protection des entrepôts, des docks les mieux conservés, notamment en bas à gauche. Ça a bien changé depuis, du côté d'Ers, le bout du Cap, tout près de la tour de la Giraille et du phare qu'on a vu précédemment. Donc peut-être protéger, en tout cas sensibiliser la population à ce type de patrimoine, habitat temporel à l'origine, qui servait à l'entreposage du matériel de navigation, des barques, voire des marchandises qui transitaient pour être vendues en Italie. Et parler, Pierre-Jean l'a abordé tout à l'heure, donc des personnages importants, donc les Valères, et donc la compagnie maritime Valère, et un grand armateur, et le premier bateau à hélice
à naviguer en Méditerranée, le Bonaparte en haut à gauche, 2 ministres de la Marine, François Piètre et César Camping, qui sont en Corse. Bon, ce n'était pas hier, c'était il y a quelques années, mais c'était quand même des Corses qui étaient ministres de la Marine. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Leda Martinez, conservatrice des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie-Montpellier. Leda, tu interviens dans le cadre, bon, Generali, c'est un conservateur des monuments historiques, mais aussi, je crois, qu'un programme autour du patrimoine maritime qui est en train de voir le jour, ou qui a déjà vu le jour en DRAC Occitanie. Et je crois que tu souhaitais nous parler de la question du classement et de la protection des bateaux au titre des monuments historiques. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci évidemment aux organisateurs de ces tables rondes de m'avoir convié à intervenir sur le sujet des monuments historiques. On en a déjà un petit peu parlé là, depuis une heure. Moi, je vais vous présenter ce volet et ce mode, cette méthode d'intervention sur le patrimoine par l'intermédiaire du cas et de l'exemple des bateaux. Peut-être petite précision, petite révision avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette protection monument historique, c'est un statut juridique, hein, c'est quelque chose de très fort. C'est un statut juridique qui vise à protéger des biens pour leur intérêt patrimonial. Alors on a parlé d'intérêt historique, d'intérêt artistique, d'intérêt scientifique, technique. Et qui, à la différence d'un label, cette protection, elle implique une responsabilité de la part du propriétaire du bien et de l'État. C'est une responsabilité partagée, une responsabilité pour la conservation matérielle de ce bien, parce que l'objectif final de la protection monument historique, c'est la conservation dans le temps et la transmission de ce qui est protégé aux générations futures. Voilà. Il y a, oui, petite précision aussi, 2 niveaux de protection. L'inscription, qui identifie un intérêt régional, et le classement, qui identifie un intérêt à l'échelle nationale. Voilà. On protège des immeubles et des objets mobiliers. Donc ça, vous avez à l'écran les chiffres nationaux. Aujourd'hui, on a à peu près 45 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques en France et 300 000 objets mobiliers. Alors, je vais pas revenir vraiment sur le sujet parce que Henri Masson l'a abordé. Bon, c'est normal qu'on dise un petit peu la même chose, hein, et puis c'est quelque part un peu rassurant. Mais c'est vrai que le champ du patrimoine maritime a été pris en compte assez tard, en fait, dans l'histoire des monuments historiques. On l'a dit, ça remonte aux années 80. Et il faut aussi le reconnaître, à l'origine, le patrimoine maritime a été pris en compte à l'initiative des milieux associatifs. Ce sont vraiment les associations qui se sont émues de la disparition, notamment des grands navires historiques. Et le ministère de la Culture a emboîté un petit peu le pas, a suivi cette initiative à une époque aussi où il initiait cette politique de diversification patrimoniale. On entend par là la volonté d'aller regarder au-delà des patrimoines traditionnels qui pour nous sont le patrimoine, par exemple l'architecture castrale, religieuse, les beaux-arts, avec la volonté d'aller examiner des patrimoines qui étaient à l'époque en péril. Et il y a vraiment cette volonté-là d'aller sauver des patrimoines qui sont menacés de disparition par des évolutions sociales, des évolutions économiques, des évolutions technologiques, on l'a encore évoqué à l'instant. Donc on s'est penché vers le patrimoine maritime, mais aussi le patrimoine rural, le patrimoine ethnographique, le patrimoine scientifique, technique, et maintenant on commence à se préoccuper depuis une trentaine d'années du patrimoine industriel. En Languedoc, dans l'ancienne Languedoc région Roussillon, région Languedoc-Roussillon, dans les années 90, il y a un programme d'études et de recherche qui a été monté sur les milieux maritimes, l'ethnographie des milieux maritimes, un programme d'études qui justement a été concerté avec le service de l'inventaire,
avec des associations et qui a abouti à des protections au titre des monuments historiques. C'est le cas notamment de ces cabanes en sagne, des cabanes en roseaux qui étaient bâties par les pêcheurs sur les étangs, un habitat qui était menacé de disparition en raison de sa fragilité, mais aussi en raison de l'aménagement du littoral et de son urbanisation. Donc ce programme de recherche avait fait l'objet à l'époque d'une publication aux éditions Duo, donc qui est une édition de la DRAC. Plus récemment, on en a parlé aussi, la campagne pour le coup nationale de protection des phares. Les phares qui sont aussi des édifices menacés quelque part du fait de leur perte d'usage et de l'évolution des technologies de signalisation. Oui, j'en viens donc à parler des bateaux dont on a envisagé la protection dans un état d'esprit aussi avec l'idée de conserver un témoignage matériel d'une identité, de métier, de pratique, de savoir-faire technique. Voilà. Et je tiens à préciser que, alors moi personnellement, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je prends une casquette de référent patrimoine maritime depuis quelques mois. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais on a la chance au ministère de la Culture de travailler avec ce qu'on appelle des experts spécifiques, qui sont, alors pour ne pas les nommer en région Occitanie, Martin-Luc Bonardo et Yann Pajot, qui sont reconnus par le ministère de la Culture pour leur connaissance de l'histoire maritime, leur expertise technique, leur expérience professionnelle. Et c'est eux qui nous accompagnent à toutes les étapes de la réflexion. Alors depuis... je n'avais pas vu que Yann Pajot était là, donc ça me fait plaisir. Voilà. Ce sont des experts qui nous accompagnent vraiment à toutes les étapes de la réflexion. Depuis la constitution du dossier documentaire pour la protection des bateaux, au premier état sanitaire et jusqu'au suivi des travaux, puisqu'en fait, une fois que le bateau est protégé au titre des monuments historiques, l'État va accompagner toutes les interventions qui sont faites dessus. C'est ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique de l'État. Donc, je le disais, on est accompagné aussi dans ces missions-là. Aujourd'hui, vous avez les chiffres aussi à l'écran. On compte à peu près 200 embarcations protégées au titre des monuments historiques en France. Sur ces 200, la plupart naviguent sur le littoral atlantique, surtout sur le littoral aquitain et en Bretagne. En réalité, on compte 30 bateaux protégés au titre des monuments historiques sur la Méditerranée, et 17 en Occitanie. Donc, 17 sont amarrés en Occitanie. Donc vous voyez que c'est quand même des chiffres qui sont assez peu élevés. Et je vous montre ici la première embarcation qui a été protégée en 1988, qui est assez emblématique de notre patrimoine. C'est le Miguel Caldente, qui est une goélette majorquine construite en 1913. Alors, je ne vais pas vous présenter un panorama de tous les bateaux protégés dans la région, mais ce que je voulais évoquer, c'était les critères de cette protection, enfin en balayer quelques-uns, pour savoir, que vous sachiez ce qu'on regarde et ce qu'on examine au moment d'engager une protection. Alors le Miguel Caldente, bon, il y a de multiples arguments qui ont étayé sa protection. Parmi eux, donc l'ancienneté. Il y a aussi un critère de représentativité. C'est pour ça que je vous montre ici 2 barques catalanes classées au titre des monuments historiques. L'idée, en fait, les barques catalanes, déjà tous les bateaux protégés d'Occitanie sont des coques bois. Et les barques catalanes à voile latine, ce sont celles qui sont les plus représentées parmi les bateaux protégés en Occitanie, mais précisément aussi parce que ce type d'embarcation, vous savez qu'il y a des embarcations qui ont été conçues à Collioure et qui étaient très très présentes au début du XXe siècle. Ce sont des embarcations qui se sont répandues sur tout le littoral, de la Catalogne jusqu'à Toulon et même jusqu'à l'Italie. Donc c'est des barques particulièrement emblématiques du patrimoine flottant méditerranéen. La dernière protection à laquelle on a réfléchi, c'est ce bateau qui est à Narbonne. C'est aussi une barque catalane, donc construite à Banyuls en 1911. Mais lorsqu'on a... En fait, c'est une barque qui a été modifiée très peu de temps après sa mise à l'eau.
pour faire de la navigation de plaisance dans le cadre de la toute nouvelle société nautique de Narbonne. Et en fait, quand on a examiné cette demande de protection, on a vraiment pris en compte le type de navigation auquel elle était liée. Donc pas uniquement le critère de représentativité des barques catalanes. Entre aussi en ligne de compte pour cette protection la réputation de l'architecte, du charpentier ou du chantier naval, mais à l'origine de la construction, mais aussi la personnalité du navigateur, et ça a été le cas de la protection de l'Obock, qui est un bateau de plaisance qui a été construit par Daniel de Montfred, et sur lequel il a navigué avec son père, Henri de Montfred, donc l'écrivain. On examine aussi, on examine aussi l'intégrité du bateau au moment de sa protection, c'est-à-dire l'état dans lequel le bateau nous est parvenu par rapport à son état d'origine ou un état de référence. Et là-dessus, je souhaitais préciser qu'on évalue moins l'authenticité de la matière que la pérennité des mises en œuvre et surtout la reconduction des mises en œuvre traditionnelles. C'est-à-dire on sait bien que le bateau, déjà les bateaux ne sont pas faits pour durer très longtemps, ils subissent des avaries, ils sont réparés à de multiples reprises. Donc on est conscient qu'ils ne vont pas nous parvenir dans leur état d'origine. Mais ce qu'on évalue, c'est vraiment la reconduction des mises en œuvre et des techniques traditionnelles de charpenterie de marine. On s'attache aussi, quand on examine une demande de protection, à la richesse et à la qualité de la documentation. À la fois la documentation graphique liée à la construction, mais aussi l'iconographie ancienne, les témoignages qui peuvent exister sur le bateau. Cette documentation, elle va nourrir la demande de protection, en tout cas elle va étayer la protection, mais elle va aussi guider les travaux de restauration qui seront menés par la suite sur le bateau. Et alors, je veux pas vraiment m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de protection, enfin, je vois qu'on a investigué des champs par le passé. Je parlais notamment de cette étude qui date des années 90 sur les étangs, où on a très bien documenté les embarcations traditionnelles liées à la pêche. Aujourd'hui, on est moins dans une dynamique d'études et de prospective par rapport aux bateaux qui naviguent sur nos côtes. Alors c'est bien dommage, mais je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas dans cette dynamique-là. Il y a sans doute des champs à investiguer. Moi, j'ai très bien conscience qu'on a très peu de bateaux de plaisance qui sont protégés, peu de bateaux de service, on n'a pas de coque métallique. Enfin voilà, il y a des champs qu'on peut encore explorer. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est concentré ces derniers temps sur la conservation des bateaux qui sont déjà protégés. Parce qu'on se rend compte que les chantiers de restauration, donc ce que je vous montrais à l'écran, c'est la restauration de bateaux historiques protégés au titre des monuments historiques, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Ce sont des chantiers extrêmement longs également. Donc là, je vous montre des photos de l'opération sur la goélette Miguel Caldente, le chantier de restauration a démarré il y a quasiment une vingtaine d'années aujourd'hui. Il est toujours en cours. Voilà, ce sont des chantiers longs, ce sont des chantiers coûteux, et ce sont des chantiers qui demandent des expertises très très spécifiques pour reconduire les mises en œuvre traditionnelles. Et là, je voulais dire aussi à quel point la protection au titre des monuments historiques était exigeante, il faut quand même le savoir, vis-à-vis de ces travaux de restauration. Je vais rendre les mots à Yann Pajot. Yann Pajot a l'habitude de dire que ces bateaux monuments historiques sont des passeurs de mémoire, et ils ont été protégés dans l'idée de transmettre aussi des savoir-faire. Donc on tient vraiment à ce que les mises en œuvre sur ces bateaux reconduisent des techniques, des assemblages, des choix d'essence et de matériaux qui sont
conformes avec des dispositions d'origine, donc qui sont voilà, de la charpenterie de marille traditionnelle. Et on se rend compte aujourd'hui que les métiers qui sont liés à ces mises en œuvre sont voilà, quelque part menacés, que les intervenants qui sont en capacité d'intervenir sont de moins en moins nombreux. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu focalisé ces dernières années sur ces questions-là. À la DRAC Occitanie, on est en train de mettre en place une mission de suivi sanitaire des bateaux, justement pour accompagner les propriétaires. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les propriétaires qu'on accompagne sont des propriétaires de nature différente. Enfin, il y a des particuliers, propriétaires de bateaux monuments historiques, il y a des collectivités, donc je pense notamment au Saint-Pierre de Palavas. Il y a des associations. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces propriétaires dans l'entretien régulier et dans le suivi sanitaire de leurs bateaux, avec des missions de récollement régulières qui permettent d'anticiper, déjà d'avoir un entretien vraiment très régulier, et d'anticiper des grands chantiers de restauration qui, je vous le dis, mobilisent voilà, des fonds et des moyens conséquents. Je vous remercie. Merci beaucoup Léda. Je pense qu'il y aura peut-être l'occasion justement d'échanger sur ces sujets, de poser des questions. Je préférerais quand même qu'on finisse le déroulé des intervenants avant de passer aux questions. Frédéric Leroy, donc directeur adjoint du DRASM, conservateur du patrimoine. Tu as beaucoup travaillé, fouillé sur le bassin de Thau, sur Sète. Alors j'ai envie de te poser une question. Évidemment, la contribution de l'archéologie sous-marine à l'histoire d'un territoire, ça, facile à répondre. Et seconde question, est-ce que finalement l'archéologie sous-marine, dont tu connais parfaitement la richesse sur le territoire sétois, est-ce qu'elle est bien visible ou peut mieux faire? Alors, je vais essayer d'aborder ces différents aspects. Mais je vais approcher en fait la thématique de manière un peu différente, mais complémentaire, en vous emmenant d'une certaine manière en voyage. Je veux bien que les quelques images apparaissent. Vous allez voir des paysages, mais aussi des images qui illustrent en fait des travaux scientifiques réalisés sur un certain nombre de vestiges archéologiques qui ne sont pas des bateaux, quand bien même dans les temps de Thau, dans le bassin de Thau, on peut avoir un certain nombre de manifestations à travers des biens culturels maritimes qui sont enregistrés dans la carte archéologique nationale, qui est une des responsabilités du ministère de la Culture en matière d'inventaire des biens culturels. Et bien, à ce titre-là, en fait, l'étang de Thau est un observatoire par sa configuration, par sa géographie. Contrairement à un certain nombre des lagunes littorales d'Occitanie, et même quand on se projette jusqu'à la Provence, on va avoir en fait un phénomène avec moins d'engraissement, moins de charges sédimentaires. Et l'observation que l'on peut faire à travers les travaux qui ont été menés nous permet en fait de nous projeter et de nous dire ce que l'on voit et ce que l'on a identifié depuis quelques décennies dans les temps de Thau n'est pas un cas particulier. Le cas particulier, c'est que nous ayons eu accès à ces données sans que ce soit trop compliqué et que l'on ait pu enregistrer, parce que c'est une de nos responsabilités et elle s'impose à nous en tant qu'agent de l'État, en tant que ministère de la Culture, mais également toutes les institutions de recherche, les collectivités territoriales. Et notre responsabilité, c'est aussi, pour contribuer à répondre à l'une des questions de Bertrand, c'est de pouvoir approcher de manière globale le patrimoine, les questions d'actualité, l'érosion littorale, le changement climatique, la variation du niveau marin, et je vais vous en montrer quelques exemples. Alors, toute cette démarche-là, et je ne vais pas me replonger dans ce qui a pu être évoqué hier ou même ce matin sur les orientations du patrimoine maritime et autres, mais souvenez-vous, cette petite fenêtre, c'est l'une des petites compétences, mais vraiment, je vous emmène en voyage dans les temps de Thau, et pas uniquement sur un patrimoine commun, qui est la responsabilité de tous, les institutions, mais aussi chacun de nous, chacun des citoyens, parce qu'on a la possibilité d'agir. Alors sur le bassin de Thau, en fait, je vous dirais qu'il y a une trentaine d'années, j'étais tombé sur cette petite phrase, qui est issue eh bien, d'un journal, l'intermédiaire des chercheurs et curieux, qui date de 1897. Et qu'est-ce que nous disait ce petit entrefilet? La ville de Thau. Certaines légendes méridionales prétendent que la ville de Thau
a existé là où se trouve aujourd'hui l'étang du même nom? Y a-t-il des documents? Et a-t-on fait des fouilles? Alors, ce n'était pas du tout prémonitoire. En fait, c'est la réalité. Le changement climatique a fait évoluer en fait le paysage de l'étang que nous connaissons aujourd'hui, et un certain nombre de stations littorales, de fréquentation qu'il était possible de pratiquer et de couvrir sur des rivages qui aujourd'hui sont ennoyés, conservent les traces de stations littorales, au même titre que dans les lacs alpins. Vous avez peut-être entendu parler des palafites qui sont classés monuments historiques. Eh bien, sur les bords de l'étang de Thau, sous 1 à 2,50 m sous le niveau de l'eau, eh bien, nous avons recensé un certain nombre de ces stations littorales avec des conservations en matériaux périssables, avec des objets en bois, des graines, des pollens, qui datent de plus de 3000 ans et qui racontent aussi une part de la société des habitants dans des petits villages qui se trouvaient au bord de cette lagune. Et je vous parlais de la situation particulière de la lagune parce qu'elle a moins de sédimentation et que les sites sont accessibles. Dans l'étang de l'Or, par exemple, on va avoir plusieurs mètres de sédimentation. Les sites sont probablement là, parce que parfois, dans le cadre d'aménagement du littoral et de mise en place de stations balnéaires, des vestiges ont été trouvés un peu profondément. Donc les sites, ils y sont aussi. Simplement, ils ne sont pas accessibles. D'une certaine manière, peut-être tant mieux. Une projection sur cette carte, ce qui est représenté en bleu, c'est à peu près sur un bas niveau marin, il y a à peu près 3000 ans. Si l'on réduit en fait la taille de l'étang tel qu'il était, eh bien, toutes les stations littorales que nous avons inventoriées se retrouvent en bordure littorale. Ce qui veut dire que probablement, ce qui est représenté en grisé entre la limite actuelle de la géographie et ce qui est reporté sur les cartes et ce tracé bleu, eh bien, nous avons des espaces qui pouvaient être fréquentés par des populations, par des groupements humains. Alors, en passant la tête sous l'eau, et c'est l'une des caractéristiques des compétences de nos équipes, eh bien, c'est aussi de se rendre compte que les sites sont stratifiés et que nous avons plusieurs niveaux d'occupation qui conservent tout, de la graine de noisette en passant par les pollens qui permettent de reconstituer le paysage, de voir quel était le climat, de pouvoir identifier aussi que le travail interdisciplinaire, parce que l'archéologue tout seul, l'historien tout seul, il n'existe pas. Il n'y a que dans un réseau multidisciplinaire et le besoin de pouvoir, là aussi, partir du terrain tout en allant jusqu'au narratif et au grand public, qu'il y a la possibilité aussi de restituer pour sensibiliser l'ensemble du public, des plus jeunes à nos aînés. Un exemple du côté de Marseillan, où on a en fait la variation du niveau marin qui s'exprime très très bien à travers cette photo aérienne. On a un promontoire sous-marin qui va près d'1 kilomètre en plein milieu de l'étang, et à l'extrémité duquel se trouve en fait un site du néolithique, et on est autour de 2500 avant le Christ, et une station littorale de la fin de l'âge du bronze qui va entre 1250 avant le Christ et 925 avant le Christ. Alors, pourquoi je peux être aussi précis? Parce que vous voyez en haut à droite le plan, en fait, le plan des deux premières maisons identifiées sur le pourtour de Méditerranée nord-occidentale, des maisons d'à peu près 38 mètres carrés, qui sont datées pour les phases d'abattage de 985 à 965. Ça veut dire que la population qui s'est implantée là, qui a laissé des quantités de céramique brisées en place, qui a vécu pendant quelques décennies, eh bien, s'est implantée sur des bords qui n'étaient pas ennoyés de l'étang et qui ont développé pendant plusieurs décennies une culture bien spécifique. À l'âge du bronze, on est en l'Europe avant l'Europe. On est véritablement dans la spécialisation, dans des habitats qui sont déjà construits, des réseaux, et à travers l'ensemble des travaux qui ont pu être menés sur le littoral, on se rend compte qu'en fait, on a des apparitions en fait, de ces vestiges sur l'ensemble des lagunes, mais pas dans les mêmes proportions, et assurément pas avec la même qualité de conservation aujourd'hui recensée. Vous en avez quelques images, surtout en bas, de la conservation des éléments de structure en bois conservés qui ont plus de 3000 ans. Et la possibilité de travailler sur les couches organiques qui conservent tout. En fait, imaginez le sol d'une étable qui soudainement est mis en milieu anaérobie et pas de lumière, pas d'oxygène. La conservation, elle peut durer tant qu'on n'ouvre pas le couvercle. Alors là, vous avez un gros plan où on voit même une dorade qui est en train de se promener sur la coupe archéologique, et des fragments de céramique avec des céramiques qui
datent de 1300 avant le Christ, qui sont brisées en place. Alors elles ne sont pas intactes et complètes, mais archéologiquement complètes, du bord jusqu'au fond, et on peut les restituer, même si elles n'étaient pas fabriquées autour, mais avec des colombins, on a la possibilité de travailler, y compris sur le contenu de certaines de ces céramiques, puisque l'on a ce que l'on appelle des caramels, c'est-à-dire des éléments en résine qui ont chauffé, et donc la possibilité d'analyser ce qui peut se trouver dedans. Alors, je vais essayer d'être concis, pour essayer de vous raconter l'ensemble du spectre de ce que je voulais vous raconter. Je vous parlais de pluridisciplinarité, c'est aussi l'idée de pouvoir raconter cette science en mouvement, cette science qui se fait depuis des décennies, pour pouvoir raconter ce que l'ensemble des publics, l'ensemble des curieux de ce patrimoine, mais aussi l'ensemble des personnes investies sur ce territoire qui est le bassin de Thau, et chacune de ces communes, de pouvoir aussi se saisir du travail qui est mené et qui ne cessera pas d'être mené parce que l'enjeu est considérable. C'est notre histoire qui est en jeu, c'est l'histoire qui nous impose en fait de pouvoir enregistrer, comme cela a été dit par l'ensemble des collègues qui ont pris la parole lors de cette table ronde, c'est-à-dire c'est un travail qui dépasse le temps où on est aux affaires, puisque de toute manière, nous mettons en place des outils méthodologiques, nous œuvrons, et nous savons bien aussi que dans quelques décennies, nos successeurs voudront orienter les choses d'une manière potentiellement différente en disant « Oh, ils ont peut-être commis des erreurs », mais peu importe. La science, c'est aussi ça, la recherche, c'est aussi ça, et le rôle de nos institutions, et notamment du ministère de la Culture, c'est aussi de faire progresser la manière d'enregistrer, la manière de consigner, et la manière de restituer. Et de restituer, là encore, à l'ensemble des publics et à chaque fois que les occasions peuvent se présenter. Alors voilà encore un exemple des matériaux organiques dont je vous parlais, y compris des entrelacs qui montrent la manière dont un certain nombre d'éléments organiques sont conservés. Mais la possibilité aussi de comparer avec des études qui sont menées à terre, où ne sont conservées, par exemple les graines, que si elles sont carbonisées. Là, on se rend compte que ça ne représente que 15 à 20% du spectre des analyses que nous pourrions réaliser à partir de l'ensemble des végétaux qui sont préservés. Des atteintes à la conservation, parce que dès que ça arrive légèrement en surface, on va avoir des vers marins, on va avoir l'ensemble de la biodiversité qui va s'y attaquer. Mais à travers cette carte, c'est aussi vous montrer que ce réseau, il est très large et nous n'avons qu'une petite approche qui commence à être restituée dans certains musées régionaux. Le musée du Cap d'Agde, par exemple, se fait l'écho du site de Montpenèdre qui est à Marseillan, mais on aurait la possibilité de transmettre un narratif et de sensibiliser aussi l'ensemble des acteurs de ce territoire sur la préservation de ces vestiges, sur la sensibilité et la fragilité de ces vestiges, mais aussi de pouvoir raconter l'évolution de ce territoire à travers le dessin, la représentation graphique de droite, en ayant la possibilité en fait, de raconter que ces villages avaient des connexions les uns avec les autres, puisqu'à 4 km de distance, un foyer dégage une fumée, et puis l'étang était aussi une voie navigable évidente, même si aujourd'hui nous n'en conservons pas les vestiges. Le travail sur le périmètre et le territoire immédiat et l'impact sur la biodiversité à l'époque contemporaine de ces fréquentations, l'impact que pouvait avoir aussi la spécialisation de l'artisanat, mais aussi les relations avec l'intérieur des terres. Voilà, je m'arrêterai sur ces paroles-là en souhaitant qu'effectivement il puisse y avoir une réflexion aussi sur la maritimité du bassin de Thau et sur ce que cela impose au niveau de l'ensemble des acteurs, mais aussi de la société, de la prise en compte des questions économiques qui se posent là-dessus, mais de conservation, d'enregistrement de la donnée, de l'ethnographie aussi, de ce que nous devons conserver, des pratiques d'aujourd'hui qui racontent bien souvent ce qui s'est fait hier et qui de toute manière participent à une histoire à laquelle nous contribuons. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Je profite de cette prise de parole du Drasme pour saluer Marine Jaouen, qui est la nouvelle responsable de la façade maritime Occitanie et qui succède donc à Marie-Pierre Gézégou, que certains connaissent ici, qui a occupé cette mission pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Je crois, Wolfgang, que tu souhaites que nous passions à la table ronde suivante. On a été très en retard. Désolé. Merci.